Dans un royaume prospère, vivait un roi bienveillant et sage qui gouvernait avec équité et justice. Ce roi était aimé de son peuple pour sa bonté et son sens de la justice. Sa principale préoccupation était l'avenir de son royaume, qu'il souhaitait léguer à son unique fils, le prince Nakobi. Toutefois, ce dernier présentait un sérieux obstacle à cette aspiration. Nakobi, le prince héritier, était connu pour sa paresse légendaire. Plutôt que de s'investir dans les affaires du royaume ou d'apprendre les responsabilités royales, il passait ses journées à dormir et à se prélasser dans les luxueux fauteuils du palais. Sa seule passion semblait être la nourriture, et il n'aimait participer à aucune activité du palais. Le roi, soucieux de préparer son fils à régner un jour, essayait constamment de l'impliquer dans les tâches royales. Mais chaque fois qu'il sollicitait l'aide de Nakobi, ce dernier trouvait des excuses pour échapper à ses devoirs. Il prétendait être fatigué, malade ou simplement désintéressé. Malgré les efforts du roi pour inculquer un sens des responsabilités à Nakobi, ce dernier restait obstinément paresseux. Le roi en était réduit à déplorer la situation en silence, car sa femme, la reine, ne partageait pas ses inquiétudes. La reine, au contraire, trouvait des justifications à la paresse de son fils et le couvrait constamment. Chaque fois que le roi exprimait ses préoccupations à la reine, elle prenait la défense de Nakobi. Elle minimisait ses manquements, arguant que le prince avait encore du temps pour mûrir et qu'il finirait par assumer ses responsabilités. Cette situation plongeait le roi dans une profonde détresse. Il aimait son fils, mais il savait que la paresse de Nakobi pouvait avoir de graves conséquences pour le royaume. Il se sentait impuissant face à l'indifférence de la reine et à l'inertie de son fils. Le roi craignait que sans un héritier digne de ce nom, le royaume ne sombre dans le chaos après sa mort. Face à la paresse obstinée de son fils et à l'indifférence de la reine, le roi décida de prendre une mesure drastique pour alléger son fardeau. Il choisit d'acheter un esclave pour l'aider dans les tâches quotidiennes et espérer ainsi trouver un soutien loyal et diligent. C'est ainsi qu'Odogu fit son entrée dans le palais royal. Odogu était un jeune homme humble et respectueux. Dès son arrivée, il se démarqua par sa politesse et son dévouement. Il était toujours attentif aux besoins du roi et se montrait particulièrement diligent dans l'exécution de ses tâches. Contrairement au prince Nakobi, Odogu ne se plaignait jamais et semblait même prendre plaisir à servir le roi. Le roi fut rapidement impressionné par l'attitude exemplaire d'Odogu. Le jeune esclave se montrait non seulement efficace dans ses devoirs, mais aussi extrêmement prévenant. Parfois, Odogu devinait les besoins du roi avant même que celui-ci ne les exprime. Cette capacité à anticiper les désirs du roi fit d'Odogu une présence précieuse et réconfortante au palais. Avec le temps, Odogu devint bien plus qu'un simple serviteur. Sa sagesse et son discernement surprirent le roi à maintes reprises. En dépit de son jeune âge, Odogu donnait des conseils avisés et judicieux. Il se montrait toujours respectueux, jamais prétentieux, et le roi se prit à discuter de plus en plus souvent avec lui, partageant ses soucis et écoutant ses conseils. La relation entre le roi et Odogu se transforma en une amitié profonde et sincère. Le roi trouvait en Odogu une écoute attentive et un soutien moral dont il avait grand besoin. Cette amitié naissante ne passa pas inaperçue, surtout aux yeux de la reine. La reine, voyant l'affection croissante du roi pour Odogu, commença à nourrir des sentiments de jalousie et de méfiance. Elle craignait que l'esclave ne prenne la place de son fils dans le cœur du roi. Elle observait avec inquiétude cette relation qui ne cessait de se renforcer, se sentant de plus en plus écartée des préoccupations royales. En dépit de ces tensions sous-jacentes, Odogu continuait de remplir ses devoirs avec diligence et loyauté, gagnant jour après jour le respect et l'affection du roi. Il était clair que, pour le roi, Odogu n'était plus seulement un esclave, mais un véritable ami et un soutien indéfectible. Un soir, lors d'une discussion tendue dans leurs appartements privés, la reine confronta le roi avec une ferme exigence. « Cet esclave doit partir », déclara-t-elle avec une froide détermination. « Il sème la discorde et éloigne notre fils de ses devoirs royaux. » Le roi, conscient du travail inestimable d'Odogu, refusa net. « Odogu m'est indispensable », rétorqua-t-il. Il travaille sans relâche et m'apporte une sagesse que je ne trouve nulle part ailleurs, certainement pas chez notre fils. Voyant que le roi ne céderait pas, la reine USA d'une menace plus personnelle. Si tu refuses de te débarrasser de cet esclave, dit-elle avec une voix tremblante de colère, Nakobi et moi quitterons le palais.
Nous ne resterons pas un jour de plus dans un endroit où un esclave est préféré à ton propre fils. » Cette déclaration bouleversa le roi. L'idée de perdre sa femme et son fils, malgré les défauts de ce dernier, le plongea dans une grande détresse. Cependant, il ne pouvait se résoudre à exécuter Odogu, sachant à quel point il dépendait de son aide et de ses conseils. « Je ne peux pas faire cela, murmura-t-il. Odogu ne mérite pas une telle fin. » La reine proposa au roi un plan, envoyer Odogu et le prince Nakobi chez son frère Asiko pour annoncer une nouvelle importante, ainsi, ce serait son frère qui se chargerait de tuer l'esclave. Elle savait que le roi serait plus enclin à accepter s'il n'était pas l'auteur direct du meurtre. Le roi, bien que triste, finit par céder face à l'insistance de la reine. Comme le roi savait que c'était dans l'intention de tuer son esclave préféré. Pour lui faire honneur, il habilla effectivement Odogu de riches vêtements royaux, reconnaissant ainsi son importance et sa valeur. Nakobi, quant à lui, fut habillé de manière simple, soulignant involontairement son statut de prince indigne. Le voyage d'Odogu et du prince Nakobi commença sous un ciel clément. Odogu, vêtu de somptueux habits royaux par le roi en signe de reconnaissance, avançait avec dignité. Le prince Nakobi, lui, traînait des pieds, irrité par ses vêtements simples qui ne reflétaient en rien son statut. Au fur et à mesure que le voyage progressait, la colère de Nakobi ne faisait que grandir. Il était furieux de voir l'esclave paré de vêtements royaux tandis que lui, le véritable prince, était habillé de manière modeste. La jalousie et l'orgueil dévorèrent Nakobi, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus contenir sa rage. À mi-chemin, Nakobi s'arrêta brusquement et se tourna vers Odogu avec une expression de mépris et de fureur. « Enlève ces vêtements tout de suite et donne-les-moi, ordonna-t-il, la voix remplie de colère. Sinon, je te tuerai ici même. C'est moi le prince, pas toi. » Odogu, bien que surpris et peiné par l'attitude de Nakobi, obéit sans protester. Il retira les habits royaux et les tendit au prince. En silence, Nakobi s'empara des vêtements somptueux et les enfila rapidement, tandis qu'Odogu endossait les vêtements simples. L'échange accompli, ils poursuivirent leur route, chacun portant désormais l'habit de l'autre, inconscient des terribles conséquences à venir. À leur arrivée chez Asiko, l'oncle les accueillit chaleureusement. Il leur offrit à manger et les traita avec respect. Cependant, Asiko se souvenait bien des instructions du roi, tuer celui qui serait habillé en vêtements royaux. Ne soupçonnant rien, il observa les deux jeunes hommes et vit que Nakobi portait les habits royaux. Après le repas, Asiko invita Nakobi, qu'il prenait pour Odogu, à le suivre derrière sa maison. Pensant que son oncle avait une tâche spéciale pour lui, Nakobi suivit sans méfiance. Asiko, fidèle aux ordres reçus, fit basculer Nakobi dans une fosse profonde qu'il avait préparée et l'enterra vivant. Asiko croyait ainsi éliminer l'esclave. Revenu à l'intérieur, il se tourna vers Odogu, habillé de manière simple, et lui dit « Retourne au palais et informe le roi que la tâche est accomplie. » Odogu, obéissant et humble, ne posa aucune question. Il se mit en route pour le palais, ignorant encore les conséquences dramatiques de cet échange de vêtements. Le retour d'Odogu au palais fut marqué par une ambiance d'étonnement. À son arrivée, le roi et la reine, anxieux et impatients, attendaient des nouvelles de Nakobi. En voyant Odogu seul, habillé de manière modeste, la reine sentit son cœur se serrer d'angoisse. Le roi, bien qu'inquiet, accueillit Odogu avec chaleur. « Que s'est-il passé ?» demanda le roi, ses yeux reflétant l'inquiétude. Odogu, toujours humble et respectueux, commença à raconter leur voyage. Il expliqua comment, en cours de route, le prince Nakobi, furieux d'être habillé de manière modeste, l'avait menacé et forcé à échanger leurs vêtements. Le roi écouta, son visage se couvrant de chagrin et d'horreur à mesure que le récit avançait. La reine, quant à elle, ressentait une terreur croissante, sachant que son plan avait échoué d'une manière tragique et inattendue. Quand Odogu raconta leur arrivée chez Asiko et la façon dont ce dernier avait suivi les instructions en partant avec celui vêtu de vêtements royaux, le roi comprit la terrible vérité. Le roi se leva, le visage marqué par une douleur profonde. « Notre fils est mort à cause de sa propre arrogance et de la malveillance de sa mère, dit-il en criant. Il se tourna vers la reine, ses yeux remplis de reproches et de tristesse. Ta jalousie et ta ruse ont conduit à cette tragédie. Tu as tenté de tuer un innocent, et c'est notre fils qui a payé le prix. » La reine,
submergé par la culpabilité et le chagrin, tomba évanoui. Le roi, bien que dévasté par la perte de son fils, réalisa que c'était le cœur pur et innocent d'Odogu qui l'avait sauvé. En dépit des complots et des dangers, Odogu avait survécu grâce à sa bonté et à sa loyauté. Le roi se tourna vers Odogu, les yeux pleins de larmes. Tu as montré un courage et une sagesse qui dépassent de loin ton statut. C'est ton cœur pur qui t'a sauvé, et c'est cette pureté que nous devons honorer. En reconnaissance de la valeur et de l'intégrité d'Odogu, le roi le nomma héritier du trône. Tu seras le prochain souverain de ce royaume, déclara le roi solennellement. La nouvelle de la mort du prince Nakobi et de la proclamation d'Odogu en tant qu'héritier se répandit à travers le royaume. Les conseillers du roi, bien qu'attristés par la perte de Nakobi, acceptèrent cette décision, ayant eux-mêmes été témoins de la loyauté et de la bonté d'Odogu. La reine, consumée par la douleur et la honte, quitta le palais, incapable de faire face aux conséquences de ses actions. Elle se retira dans un royaume lointain, le cœur rempli de colère et d'amertume, repensant chaque jour et chaque nuit à son fils chéri. Ainsi, à travers cette tragédie, le royaume trouva un nouveau chemin vers l'avenir. Odogu, autrefois un simple esclave, devint un symbole de justice et de vertu, prêt à mener le royaume avec la même sagesse et la même compassion qu'il avait toujours montrée. Le roi, bien que marqué par la perte de son fils, trouva du réconfort en sachant que le royaume serait entre de bonnes mains, dirigé par un homme au cœur pur et à l'âme noble. Le royaume, sous la direction d'Odogu, entra dans une ère de paix et de prospérité. Odogu, avec son cœur pur et sa sagesse, gouverna avec justice et compassion, gagnant l'amour et le respect de ses sujets. La morale de ce conte est claire, la bonté et la pureté de cœur triomphent toujours sur la malveillance et l'arrogance. Les actions dictées par la jalousie et la manipulation finissent par se retourner contre ceux qui les initient. La paresse et l'orgueil de Nakobi ont conduit à sa chute, tandis que l'humilité et la loyauté d'Odogu l'ont élevé au rang de souverain respecté. Ce conte nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans le statut ou la naissance, mais dans les qualités de cœur et d'esprit. Ceux qui agissent avec intégrité et bienveillance, même dans les circonstances les plus difficiles, trouveront toujours leur juste récompense.